S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous présenter ce super podcast, je voudrais remercier notre partenaire, c'est Conto, le compte pro qui simplifie vos finances pro. Conto simplifie le quotidien bancaire des PME et des indépendants en offrant un service de création d'entreprise et un compte pro 100% en ligne, des outils de facturation, de comptabilité et de gestion des dépenses. Avec un produit innovant, un service client ultra réactif et disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des tarifs transparents, Conto est naturellement devenu le leader européen de sa catégorie. Aujourd'hui, c'est 1,5 million de pros qui sont déjà clients Conto. D'ailleurs, on a reçu son CEO Alexandre Pro il y a 3 ans quand Conto n'était pas une licorne. C'est l'épisode 31 qu'on vous invite à écouter pour comprendre leur vision avant-gardiste. Bref, si vous souhaitez ouvrir un compte pro, ça vous prendra seulement 10 minutes et ça se passe sur conto.com. Conto.com. Encore merci à Conto de nous permettre de vous proposer ce podcast qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute. Est-ce que c'est normal en 3 ans de devenir une licorne? Normal, non, c'est pas la norme. Mais c'est pareil, j'avais... Tu vois comment ça dans le rétro? Je t'ai parlé des JO et tout, j'ai toujours voulu être numéro 1. Et d'ailleurs, dans les domaines dans lesquels je vois que je ne peux pas être numéro 1, eh ben, je vais pas les faire. Donc, par exemple, si tu me mets aux échecs, je fais beaucoup d'échecs toute ma vie, moi. Très honnêtement, il y a un moment donné où tu vois que tu peux pas être numéro 1. Il y a des mecs qui ont un cerveau différent et complètement... Ça, c'est de l'humilité pour moi. Tu peux pas. En sport, c'est pareil. J'ai des problèmes physiologiques. Je suis blessé du matin au soir, etc., etc. Je ne peux pas faire un sport de haut niveau. Enfin, je peux pas être pro dans un sport, qu'importe le sport. Okay. Même si je peux avoir le cerveau potentiellement pour le faire selon les sports qui m'intéressent. Je peux pas. J'ai fait 2 gros sports, le beach volley et la boxe. En boxe, je me suis rendu compte, j'en ai fait 20 ans, j'en fais tout le temps, c'est une grosse passion pour moi. En fait, je me rendais compte que je stressais peut-être plus que la moyenne de monter sur un ring. Ça me faisait plus stresser. Comme des gens qui ont plus de tract que d'autres. Tu vois, mais j'ai plus de tract. Étonnamment, parce que j'ai pas de stress en entrepreneuriat, mais j'en ai beaucoup dans d'autres circonstances. T'as peur que ton corps te lâche ou t'as peur de pas... J'ai peur de la défaite, probablement. Et de l'humiliation qui va avec la défaite. Et du coup, j'ai un tract qui est fort et qui fait, parce que je me suis souvent longtemps posé la question de pousser ce sport plus loin. Enfin, du coup, de commencer. Bon. Et je me suis rendu compte qu'en fait, ça me coûtait trop, quoi. Ça me faisait vraiment stresser de fou, quoi. Et j'avais d'autres amis à moi, beaucoup moins bons, c'est pas le sujet, potentiellement, qui stressaient beaucoup moins que moi. Et du coup, tu te dis pourquoi je stresse. Et en fait, je pense qu'il faut accepter son naturel. Il y a des trucs sur lesquels on tend naturellement et moins d'autres, et d'autres moins, pardon. Et donc, je me suis orienté progressivement vers les trucs qui, moi, me correspondaient. Tu me disais qu'il fallait être numéro 1. Oui. Est-ce que la levée de fonds de 205 millions en 2019 qui vous propulse au rang de licorne, sachant que je suis pas sûr qu'on en ait beaucoup à ce moment-là, c'est le début de l'Eldorado. Mais... Ouais, ça me c'est même, je pense qu'on peut le dire, on a commencé le à ouvrir les vannes, le speul, le speul financier. Voilà, on a commencé le speul. Et on salue tous les entrepreneurs. Voilà, non, parce que ça va, tes investisseurs ont pris pas mal d'argent. C'est devenu un peu n'importe quoi. Alors mes séries C ont pas pris d'argent, mais les séries A, séries B, BA surtout. Oui, tout le monde a, effectivement, bien sûr. Raconte cool. 205. Non, même ceux qui sont rentrés en série A, série B, tous les VC ne sont pas encore sortis, donc j'espère que tout le monde y retrouvera assez vite ça. Mais tout le monde n'a pas pris. Mais oui, il y a beaucoup de gens qui ont, bien sûr. 205 millions, est-ce que c'était le montant de base ou est-ce que je vais aller clairement? Est-ce que c'est toi émotionnellement qui voulais avoir le plus gros montant? C'était moi émotionnellement qui voulais avoir le plus gros montant. Alors après, je l'avais quand même rationalisé. Ok. Parce que, alors 2 choses, je voulais être premier et en 2016, je vois le truc monter et je veux juste faire la plus grosse levée française, voire européenne du moment, si tu veux. Il y avait OVH qui avait fait un truc un peu à l'époque, mais c'était beaucoup plus vieux, beaucoup moins rapide, etc. Je me suis dit comment je fais la plus grosse levée le plus rapidement possible. Pour OVH. Ouais. Et puis en plus, c'est pas les mêmes dépenses, mais je me disais vraiment comment faire la plus grosse levée le plus rapidement possible. C'était vraiment mon truc, c'était moi un peu ma course au JO, si tu veux. Ouais. Ce qui est complètement débile. Mais on est qui on est à l'instant T de sa vie.
ça a eu beaucoup d'utilité sur plein de raisons. Et d'ailleurs, la boîte a encore de quoi avancer et faire sa mission, notamment avec ça. Et justement, c'était parce que j'avais théorisé, même dans mon deck de levée de fonds, etc. Enfin, théorisé, c'est un bien grand mot. Que ça fait 10-15 ans qu'il y avait de la croissance et que ça allait planter dans pas longtemps. Alors évidemment, 6 mois après, il y a eu le Covid, mais ça n'a rien à voir. Il n'y aurait pas eu le Covid, il y aurait autre chose. Et que donc, je demandais 50 millions de plus. Alors ça, quand tu es en levée de fonds, tu demandes 50 millions de plus, ce qui te rajoute 200 millions de valo parce que tu perds 25% de la boîte, donc tu fais x4, quoi. Ouais. Donc juste pour en disant ouais mais les gars, à mon avis, il faut prévoir un peu parce que l'hiver arrivera et je pourrai pas relever dans les nouvelles conditions de plus tard. C'est très dur. Donc tu perds 3/4 des fonds qui disent moi je suis prêt à rentrer mais pas à cette valo là. Et tu dis non, moi je veux lever ce montant. Mais t'es fou à ce moment-là ou pas? Non, c'est un excès de confiance. C'est un excès de confiance. Mais tu le regrettes ou pas? Justifié. Pas du tout. Heureusement qu'on a levé ce montant-là. C'était une réussite professionnelle magnifique. Vous avez fait énormément de bruit dans l'écosystème. Moi je te le dis, moi je suis rentré vers 2018-2019 en VC. Ah bon? T'étais où? Ouais, j'étais chez Entrepreneur First avant, et ensuite chez New Fund. Oui. Et c'est pour ça que je te dis que t'étais une star à ce moment-là. En tout cas, de mon d'un micro, oui. De mon il faut petit définir poste le de stagios. Il faut définir le star. Oui. Dans l'entrepreneuriat tech. Tu étais quelqu'un. Pour ceux qui connaissent, j'avais vu que j'avais fait la plus grosse. Bah forcément, oui. Ok, bah je vais aller cash. Oui. Tu sais qu'il y a des bruits qui courent. Non. Bah, les bruits qui couraient, moi, je te le dis, c'est que l'IA, en plus c'est drôle, t'es avant-gardiste sur l'IA. À ce moment-là, il y en a. Ça, c'est je pas fais la dire sur mes decks, j'étais plus qu'avant-gardiste. Écoute, nous on a beaucoup, enfin moi je ne sais plus qui, quand, comment, que vous aviez une armée de photographes à la mano qui refaisaient les retouches. C'est pour ça que je t'ai posé juste avant la question de la value propre sur l'IA. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'était dans le deck. Qu'est-ce qui a marché? Tout le monde le savait, il n'y a pas de problème. Mais attends, il y avait en gros la tech, l'IA, on n'arrivait pas à pousser à 100% de retouches. Donc, on arrivait à pousser, selon les sujets, 75, 80, 90% de la retouche faite automatiquement. Mais il y avait toujours un truc, il fallait qu'on check. Parce que le client, s'il reçoit 15 photos et qu'il y en a une qui est dégueulasse, tu te fais shooter. Okay. Donc, on a réussi à mettre un software. On a mis en place un software qui est le software. C'est fou ce qu'on a fait en vrai. Avec des personnes en France et en Inde. Il y avait les deux, il y a encore les deux. En France et en Inde. Qui font transférer les images en quasi temps réel, si tu veux. T'es pingé 1 minute, très rapidement après le shoot, t'as un mec qui reçoit les images, etc. Il permet de dire oui, non, et quand il y a un problème, les process ont été mis en place pour faire un petit truc et de renvoyer au client, ce qui fait qu'en très 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 peu de temps, on sortait le truc comme Signal faisait, si tu veux. Okay. Donc côté client, on s'en bat les que ce soit IA, pas IA, etc. Côté tech, on était très clair sur tous les decks de levée de fonds, tout le monde était au courant qu'on n'avait pas réussi à faire du 100%. So what? Donc les invests le savaient. De Thibaut Elzière, il me semble. Ouais. Thibaut, il a monté Photolia à l'époque. Il devait faire de la modération sur les images qui étaient publiées sur Photolia. En fait, ça n'a jamais été du 100%, ça, parce que si tu mets une modération et qu'elle se plante et que tu as une femme nue en train de faire je sais pas quoi sur une image, les clients pas très contents. Donc ils avaient une armée de je sais plus où, de personnes qui aussi checkaient. Mais il y avait quand même une grosse tech qui permettait d'en faire une grosse partie et donc de baisser les coûts. Et donc d'aller très vite, etc. Parce qu'il va délivrer des milliers de shoots par jour dans 110 pays, enfin 111 d'ailleurs. Vous avez combien de clients à ce moment-là? Ah, je sais pas. Mais beaucoup. Beaucoup. Mais le nombre de clients, c'est pas ce qui est le plus important, c'est le nombre de pays et de villes surtout. Parce que tu fais du SAV dans la langue locale. Ah oui, ok. Parce que j'allais dire, la photo, c'est universel comme langue. Mais... Ah bah non, et tu as des clients au téléphone qui ont des problèmes, des machins, etc. Tu as des photographes qui ont des problèmes, je sais pas, ils trouvent pas l'adresse, il est bloqué devant la porte, ces trucs-là. T'as le software doit être traduit également dans toutes les langues. C'est du service en fait. T'as les sales, t'as une partie service dans tout ça. Mais si je te dis ça, c'est parce que tu sais, quand on se dit que tu lèves 205 millions, bon, en général, là, c'est vraiment pour attaquer le marché. Bah, dis-moi, c'était l'international, c'était le but, le 205, ou vous étiez déjà l'international? Non, mais ça, t'es déjà international, mais ça, c'est un peu les trucs que tu lis dans les échos. Exact. Alors 32 millions pour devenir le leader européen. Disons la vérité. Quand tu lèves 205 millions, c'est pour développer la tech ou c'est pour aller chercher beaucoup de clients? C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.